Bonjour mesdames, messieurs. Je souhaite commencer par remercier le docteur Miguel Jean, directeur de l'espace de réflexion éthique des Pays de la Loire, pour l'organisation de cette journée de réflexion autour d'acteurs majeurs sur le sujet. De nombreuses questions se posent et nous aurons sans doute besoin de la journée pour aborder tous les versants de cette thématique. Il faut tout d'abord distinguer le fait de refuser les soins et l'accompagnement de la part du patient lui-même. Il peut s'agir de personnes âgées, de personnes souffrant de troubles psychologiques ou d'un refus lié à une idéologie ou à des croyances religieuses. Il me semble important de distinguer ce type de situation du refus de soins par défaut de ressources financières. En tant que vice-présidente du CCAS de Laval, c'est quelque chose que je rencontre malheureusement souvent. Le refus devient alors même une impossibilité. On ne parle pas alors de la même chose en matière de liberté du patient. De la même manière, du côté des soignants, et notamment des médecins généralistes ou spécialistes, on entend souvent « il ou elle refuse de nouveaux patients ». Peut-on véritablement parler de refus lorsqu'il s'agit d'un professionnel déjà surchargé de patients ? Toujours du côté des professionnels du soin, il faut se demander jusqu'où l'idéologie peut mener et ce qu'elle peut engendrer. Je pense par exemple aux médecins qui refusent de pratiquer des IVG, de soigner des patients non solvables, ou plus, dans l'air du temps, ceux qui refusent la vaccination. De même, la pratique du dépassement d'honoraires ne peut-elle être assimilée à un refus de soins ? N'allons pas croire pour autant que je veuille m'attaquer aux médecins. Tel n'est absolument pas mon propos. Car le refus de soins peut bien évidemment également être la traduction de convictions éthiques, comme c'est le cas lors d'un refus d'acharnement thérapeutique, ou pour des soins non nécessaires, comme par exemple une chirurgie esthétique excessive qui comporterait des risques pour la santé du patient. Un dernier point, et nous sommes sur un territoire qui ne connaît malheureusement que trop bien le sujet, qu'en est-il de l'impossibilité de soins dans certaines zones géographiques ? Le service des urgences de l'hôpital de Laval en est une illustration criante. Peut-on alors se demander si on n'est pas dans une situation de refus de soins par omission de la part des autorités sanitaires. Voilà, j'ai mis de nombreuses questions sur la table. Je suis certaine que cette journée riche d'échanges nous apportera des réponses éclairantes et des pistes pour tendre vers plus d'égalité pour tous dans l'accès du soin. Je vous remercie. Des questions qui sont mises en avant grâce à l'EREPL, l'espace de réflexion éthique des Pays de la Loire, dont Miguel Jean est le directeur. Je vous invite, Miguel Jean, à monter sur scène et également à présenter cette journée. Je pense qu'on peut l'applaudir parce que l'organisation de cette journée, on le sait, était complexe et le sujet l'est tout autant et on sait qu'il est très important, Miguel. Bon, merci pour ces applaudissements que je voudrais partager avec tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette journée. Et vous en premier, vous qui êtes là, mais aussi Aurélien Dutier, mais aussi Laetitia Degnaud, mais aussi le CFPS du CHU d'Angers avec l'équipe de Marc de Singly. Oui, donc quand je dis vous êtes là, je suis ravi de vous voir parce que cette journée, on l'avait prévue d'abord en juin 2020, puis on l'a reportée en décembre 2020 pour finalement à nouveau l'annuler et la reporter. Donc vraiment, je suis très content de vous retrouver et votre nombre traduit votre intérêt pour cette question des refus de soins et d'accompagnement. Pour rebondir sur ce qu'a dit Madame François, les refus dont on va parler aujourd'hui, parce qu'évidemment, le refus peut prendre plusieurs formes, sont des refus plutôt des patients, des personnes soignées ou accompagnées, avec le regard croisé de nombreux professionnels, mais pas seulement, aussi des représentants d'usagers, qui viendront avec nous échanger, discuter, essayer de trouver un chemin, hein, c'est ça l'éthique, c'est essayer de trouver un chemin, essayer de trouver la moins mauvaise réponse dans des situations de doute, d'inquiétude, d'incertitude. L'éthique n'est pas là pour fabriquer des vérités ou des recettes, elle est là pour essayer d'éclairer un chemin dans ce gris de l'incertitude. Alors, je devrais excuser là, et je ne l'ai pas fait, j'aurais dû le faire plus tôt, la présence de Madame Vielle, qui représentait le département de la Mayenne, qui ne peut pas être disponible et qui le regrette. Je veux aussi excuser M. Coiplet, le directeur général de l'ARS, qui, de la même façon, pour des contraintes d'agenda, ne peut pas être là, mais qui, l'un et l'autre, soutiennent cette initiative et seront présents au moins par la pensée. Donc je ne vais pas parler trop longtemps.
Juste un mot sur cette difficulté qu'on a tous à porter ce masque. On voit bien les chiffres de cette 5e vague ne sont pas bons, surtout dans notre région des Pays de la Loire. Donc on va s'astreindre et je vous remercie de respecter cette consigne à ce port du masque. La journée va être organisée de la façon suivante. Ce matin, et là je vais faire vite parce qu'on est en visio avec l'île de la Réunion et un philosophe qui patiente très gentiment compte tenu de notre petit retard. Donc des éléments de concept ce matin et puis cet après-midi, Xavier l'a dit, on aura des temps d'échange plus importants, notamment à travers un petit questionnaire qu'on vous proposera en tout début d'après-midi. Et puis des situations cliniques, parce que l'éthique se construit à partir de la singularité des situations, et on verra comment on peut ensemble essayer de trouver ce chemin dans le gris de l'incertitude. Voilà, je vous remercie, et puis je vais tout de suite laisser la parole à Monsieur Lombard, philosophe, qui nous attend à l'île de la Réunion. Bonne journée à vous, bonne journée à nous.